Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous allons donc pouvoir procéder à notre seconde audition de cette journée. Nous allons entendre Madame Florence Bergeau-Blaclair, qui est en visioconférence en face de nous, anthropologue et chargée de recherche au CNRS. Madame, vous avez récemment écrit un ouvrage intitulé Le frérisme et ses réseaux, dans lequel vous présentez les différentes stratégies mises en œuvre par ce mouvement pour s'établir dans nos territoires. Vous soulignez également que certains discours ou pratiques politiques facilitent cette implantation. Nos travaux portant sur les mouvements islamistes en France et leur stratégie pour nouer des liens avec des élus nationaux locaux, nous souhaiterions vous entendre sur les éléments que vous avez recueillis au cours de cette enquête. Aussi, je vous soumettrai, Madame, quelques questions en guise d'introduction et ensuite vous pourrez prendre la parole pour un propos liminaire d'une dizaine de minutes et le rapporteur puis les collègues ici présents pourront poser leurs questions. J'aurai trois premières questions avant votre propos liminaire. Premièrement, d'une part, comment définiriez-vous l'islamisme en tant qu'idéologie? Et d'autre part, êtes-vous d'accord avec le constat qui a été fait à plusieurs reprises devant notre commission d'une hybridation entre frérisme et salafisme? Deuxième question, vous indiquez dans votre ouvrage sur les frères musulmans que les mouvements fréristes auraient choisi d'infiltrer les courants altermondialistes de gauche au motif que pour ces derniers, qui sont très composites, je vous cite, il faut s'allier coûte que coûte, y compris avec des mouvements dont on ne connaît pas exactement les intentions. Il en résulterait une défense de thèmes communs, comme la défense de la Palestine, en particulier depuis le 7 octobre 2023, entre des groupes aux objectifs politiques pourtant tout à fait opposés. Pouvez-vous développer ce point? Troisième question, vous soulignez enfin l'importance de bien connaître les stratégies islamistes pour pouvoir les combattre. La recherche dans cette matière est-elle, selon vous, suffisante? En vous remerciant par avance pour les éléments que vous allez pouvoir nous donner, nous transmettre, je vous prie en préalable de nous déclarer, le cas échéant, tout intérêt public ou privé de nature à influencer vos déclarations. Et je vous invite, conformément à l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, à prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vais donc vous inviter à lever la main droite et à dire « je le jure ». Donc, je le jure. Je vous remercie et je vous laisse la parole pour votre propos liminaire. Donc, mesdames et messieurs les députés, vous m'avez demandé de venir répondre à vos interrogations et je le fais avec d'autant plus d'allant que j'ai alerté depuis quelques années déjà sur les collusions possibles entre des islamistes légalistes, comme les frères musulmans, et des partis politiques. Alors, je travaille depuis plus de 30 ans sur les normativités islamiques, je suis docteur en anthropologie, je connais ces questions-là depuis plus de 30 ans. Dans mon avant-dernier ouvrage, Le frérisme et ses réseaux, que vous avez mentionné, j'explique la façon dont les fréristes entrent dans l'arène politique, non pas en créant des partis islamistes, ils sont conscients qu'en l'état, ils n'auraient aucune chance de l'emporter par les urnes, mais en employant ce que j'ai appelé des partis coucous. Le coucou, c'est cette espèce, c'est cet oiseau qui fait couver ses œufs dans le nid d'autres espèces d'oiseaux. Les frères musulmans agissent avec les partis comme avec les institutions, avec les associations, et comme cette confrérie secrète l'a toujours fait depuis sa création en Égypte en 1928, de façon discrète et par influence, sans s'imposer frontalement. Cette méthodologie s'est affinée en Europe, s'inspirant parfois de l'expérience trotskiste de militants de gauche. Mais la méthode s'appuie avant tout sur les recommandations de Youssef el-Qaradawi, autorité religieuse sunnite, qui reste le plus influent mentor du frérisme au XXIe siècle, notamment dans les sociétés libérales sécularisées. En gros, qu'est-ce qu'il dit? Je vais évidemment résumer. Pour islamiser une société, il ne faut pas utiliser de méthodes violentes, mais rendre progressivement la société charia compatible. Ça ne veut pas dire que la violence ne peut pas être employée, mais la violence n'est pas rejetée pour elle-même, elle l'est car elle n'est pas efficace dans les sociétés technologiquement et militairement puissantes, ou du moins tant qu'elle le reste. La méthode, c'est donc la subversion qu'on peut résumer de la façon suivante, l'utilisation des forces et des atouts d'une société contre elle-même. La période qui a suivi les massacres du 7 octobre, marquée par de très nombreuses manifestations, a dévoilé au grand jour les connexions dont je parlais déjà.
2 enquêtes importantes publiées récemment par 2 journalistes que votre commission a d'ailleurs auditionnés, Nora Bussini, Omar Youssef Souleiman, soulignent ces convergences militantes entre la France insoumise et d'autres partis de la gauche radicale et les milieux fréristes qui se présentent sous l'étiquette plus acceptable de défenseurs de la Palestine. C'est la connexion la plus évidente, la plus manifeste. Il existe donc bien des alliances militantes, c'est tout à fait manifeste. Des élus LFI comme Mathilde Panot, comme Thomas Porte, comme Louis Boyard, comme Ercilia Soudé Rima Hassan bien sûr, participent à des manifestations aux côtés d'acteurs proches du Hamas, du FPLP. On peut citer, et je crois qu'ils les ont cités abondamment, Urgence Palestine, Perspective musulmane. Dans ces manifestations sont scandés des slogans qui reprennent la rhétorique islamiste, référence au déluge d'Al-Aqsa, nom donné par le Hamas à l'attaque du 7 octobre, dénonciation de l'État français colonial, appel à l'intifada, tout ça est bien documenté. Le Hamas n'est pas un mouvement de résistance, mais un groupe terroriste créé initialement pour éradiquer l'État d'Israël au nom de la Oumma, c'est-à-dire de la nation islamique. C'est un projet terroriste de nature religieuse et messianique, ce n'est pas uniquement un mouvement de libération territoriale. Il faut rappeler que la charte fondatrice du Hamas de 1988 prévoit la suppression, l'éradication d'Israël, qui n'est jamais nommé, qui n'est nommé que sous l'intitulé entité sioniste. Alors on dira sans doute que le document de 2017 adoucit un peu cette politique. Il n'en est rien, puisque ce document qui vient amender la charte fondatrice, qui reste quand même la référence initiale, contient toujours des points très problématiques. Le déni de l'existence du peuple juif en Palestine, l'affirmation du caractère islamique et sacré de tout le territoire, la légitimité de la lutte armée et la centralité de la cause pour l'Oumma, la communauté des croyants. Je cite, c'est l'âme de l'humanité, la consciente vivante. Voilà ce qu'est la Palestine pour l'ensemble des musulmans du monde dans ce document. La différence entre cette charte fondatrice et le document de 2017 est que la rhétorique antisémite, explicitement fondée sur le Coran et la Sunna, a disparu, et aussi, et c'est important, c'est pour ça que je le cite, que le lien avec les frères musulmans a été gommé. Il existe toujours, mais il a été gommé. Je voudrais rappeler aussi que si depuis le 7 octobre, les manifestations se sont multipliées, montrant une alliance manifeste, cette alliance est en réalité ancienne. Ce qui a changé et qui doit nous inquiéter, c'est l'ampleur des manifestations et surtout peut-être l'alignement d'une partie de la presse de gauche qui était plutôt neutre à ce sujet et qui a relayé abondamment la propagande et les mots du Hamas ainsi que ceux des réseaux fréristes internationaux. Alors, on peut citer quelques exemples. Souvenez-vous, en décembre 2008-2009, une guerre est menée contre Israël et qui entraîne l'opération de représailles dite plomb durci. Les chiffres de morts civiles sont alors gonflés par la propagande, relayés en France par certains partis de gauche. L'Humanité titre déjà photo du carnage, Gaza martyr, massacre, etc., évoque un Gaza holocauste et cela entraîne des manifestations qu'on va voir dans la rue, donc Lutte ouvrière, la Ligue communiste révolutionnaire, le Parti ouvrier indépendant, le Parti de gauche, le NPA, le Parti communiste, la CGT. On voit des portraits du Cher Yassine, donc du Hamas, et de Hassan Nasrallah, du Hezbollah, qui sont brandis. On voit aussi l'Union des organisations islamiques de France, donc la vitrine des frères musulmans, manifester dans les cortèges. Ça, c'est 2008-2009. En 2014, l'ayatollah Khamenei qualifie Israël de chien enragé comme étant un génocide contre Gaza. Le général Qassem Soleimani déclare: le sol et le ciel de Gaza seront transformés en enfer pour les sionistes. Des roquettes s'abattent sur Israël visant des civils. Le scénario se répète. Israël réplique, prévient les civils des bombardements et vise les tunnels. Un bombardement sur l'hôpital Al-Wafa suscite l'émotion et le Croissant Rouge confirmera plus tard qu'en fait le Hamas utilisait l'hôpital comme bouclier humain. Et là encore, on voit l'histoire se répéter de façon presque identique. Au départ, les autorités françaises, à l'époque c'est François Hollande et Laurent Fabius, condamnent l'agression du Hamas. En face, Dominique de Villepin publie dans Le Figaro une tribune virulente
salué par la gauche, où il dénonce un massacre perpétré à Gaza par Israël. Par la suite, les autorités françaises, Laurent Fabius, rétropédale, parle lui aussi de massacre et exige un cessez-le-feu. Pour autant, ce geste envers la gauche est jugé trop tardif par le Parti des indigènes de la République, qui promet, qui jure qu'en 2017, pour avoir hésité, le PS devra payer. Hein, le 2017, ce sont les élections présidentielles. L'Union des organisations islamiques de France, donc la vitrine des frères musulmans, manifeste également son mécontentement via sa branche jeunesse, les jeunes musulmans de France, auprès de l'APS Martine Aubry, et menace de sanctions électorales. Donc le scénario se répète. L'Humanité donne une tribune à Salah Hamouri, donc militant du FPLP, des manifestations dans toute la France. On brandit un slogan, soutien total et inconditionnel à la résistance palestinienne. On a déjà en fait tous les mots du vocabulaire qu'on va retrouver donc depuis le 7 octobre. Qu'est-ce qu'on voit aussi? La manifestation du 19 juillet 2014 organisée par le PIR brave l'interdiction. Alain Pojola, donc un porte-parole, cofondateur et porte-parole d'une NPA, est convoqué devant le TGI de Paris pour appel à manifestation interdite. Il reçoit le soutien de nombreux jeunes communistes, de députés PS, Écologie Les Verts, ainsi que de personnalités politiques comme Jean-Luc Mélenchon, Clémentine Autain, Arlette Laguillet, etc. Le cortège du collectif Cher Yassine, donc dirigé par le Hamas, arrive en fin de manifestation. Il est bien présent. On voit, la presse est là, mais disons que c'est plutôt à gauche et à l'extrême gauche que la presse relaie donc ces éléments. C'est aussi dans ce contexte que Tariq Ramadan déclare sur LCI: le Hamas n'est pas une organisation terroriste, c'est une organisation de même type que l'ANC, dont on disait à l'époque qu'elle était terroriste. Voilà un petit peu le contexte. Donc, ce qui se passe le 7 octobre, ça n'est qu'une version plus étendue de quelque chose qui existait déjà, mais qu'on n'a pas voulu voir, et c'est la raison pour laquelle l'hémorragie continue et s'accélère. On n'oublie pas, bien sûr, la manifestation contre l'islamophobie en 2019, qui s'inscrit dans le cadre de cette alliance militante, où l'on voit défiler aux côtés du CCIF, collectif contre l'islamophobie en France, qui a été dissous en 2021 pour son implication dans l'affaire de l'assassinat de Samuel Paty. On y remarquait des personnalités comme Elias Dimzalen, personnalité qu'on va retrouver en 2024, qui a pris de l'assurance, puisque personne ne les arrête, vous avez compris, pour appeler à l'intifada dans les rues de Paris. Alors bien sûr, le mot intifada, ça signifie littéralement soulèvement. Et ça correspond bien sûr à un appel à une insurrection populaire contre une autorité qui est jugée illégitime. Alors voilà pour l'alliance militante. Alors est-ce qu'elle correspond à une alliance idéologique? Dans un article paru dans la revue Cité numéro 100, intitulé Le problème de la gauche avec l'islamisme sur la postérité française de Chris Harman, j'expliquais que très tôt, la gauche a théorisé une alliance avec l'islamisme. Ça se noue à peu près dans les années 80-90. Pour Chris Harman, l'islam, qui est un militant britannique de gauche, correspondant à LFI aujourd'hui, l'islam ne peut être réduit à un simple instrument conservateur, mais peut aussi être envisagé comme une force révolutionnaire. L'islamisme ne serait au fond qu'une conséquence traumatique de la domination impérialiste. Moyennant quelques correctifs, il pourrait être possible de passer alliance avec cet islamisme, à condition, bien sûr, selon un certain nombre de conditions. Il écrit aussi: de nombreux individus attirés par les versions radicales de l'islamisme peuvent être influencés par les socialistes, ils peuvent et doivent, à condition que ces derniers maintiennent une indépendance politique vis-à-vis des formes d'islamisme, tout en saisissant les occasions d'entraîner des islamistes individuels dans des formes de lutte véritablement radicales à leur côté. Donc vous voyez que l'objectif, ce n'est pas de prendre le groupe islamiste, mais des individus islamistes qui viendraient en fait former ce mouvement révolutionnaire que la gauche radicale appelle de ses voeux. Voilà un peu pour résumer l'état d'esprit de la gauche vis-à-vis des alliés islamistes. La gauche va s'appuyer pour cela sur la lutte contre l'islamophobie et aller séduire et faire peur aux musulmans
une islamophobie qui a déjà été, enfin une lutte contre l'islamophobie qui est déjà dans les projets des frères musulmans dès les années 1990, avant même la formulation de ce mot. Il est théorisé donc avant le rapport du Runnymede Trust, hein, c'est la première fois ce rapport britannique qu'on parle d'islamophobie, mais l'idée de combattre et de combattre contre la haine anti-musulmane et anti-islam, c'est quelque chose qui est déjà dans les tuyaux et que j'explique longuement dans mon livre dès les années 80, et notamment chez Youssef El-Kardawi. Passons maintenant donc de l'autre côté. Houria Boutelja, fondatrice du mouvement des indigènes de la République, qui est une sorte de relais en fait entre islamisme et gauchisme, a dit en parlant du candidat de 2022 Jean-Luc Mélenchon, je la cite en substance: dans ce magma, il y a un butin de guerre qui s'appelle Mélenchon. C'était une espèce de laïcard de dingue et aujourd'hui, il dit des choses qu'il n'aurait jamais dites il y a 15 ans. Donc si elle parle de prise de guerre, c'est qu'elle se situe bien sûr plutôt du côté de l'islamisme. Elle dit d'ailleurs avoir été inspirée par Tariq Ramadan au long de son parcours. Donc côté islamiste, indigéniste et décoloniaux, les frontières sont assez poreuses, tous rêvent d'instrumentaliser la gauche. Alors comment s'y prennent-ils? Comme je l'ai dit, il y a la question des partis coucous qui vont être infiltrés, essayer de modifier l'ADN de ces partis pour l'amener à son propre projet, c'est-à-dire d'islamisation d'une société. Et donc, ils vont s'appuyer sur une définition mobilisatrice de l'islamophobie. Et je ne sais pas si techniquement c'est possible, mais je voudrais vous diffuser une vidéo qui dure à peu près 5 minutes pour illustrer la méthode employée pour islamiser la gauche. Est-ce que c'est possible techniquement? Le problème, c'est qu'il aurait fallu nous prévenir avant pour qu'on puisse avoir des Ben, éléments ce que je peux faire, sur cette vidéo. ce que je peux faire simplement, c'est partager mon écran, hein. D'accord, mais ce que je veux dire, c'est comme type de vidéo, c'est quoi? Parce qu'encore une fois, normalement, voilà, on aurait dû être prévenu avant pour savoir quel est le contenu de cette vidéo. Qu'est-ce qu'il y a dedans exactement? Alors bon, c'est pas grave. Du coup, je ne vais pas vous la passer. Je vais vous dire ce qu'il y a dedans. Mais Donc, vous pourrez on voit. vous pourrez nous la transmettre en lien pour qu'on puisse la voir dans notre Oui, documentation, hein. ça va. Donc, on voit donc Elias Dimzalen donc s'exprimer sur la chaîne Parole d'honneur, je crois, devant donc des militants du NPA, du nouveau parti anticapitaliste. Donc, Elias Dimzalen appartient à Perspective musulmane, qui est un groupe islamiste, je dirais, chargé de réislamiser la gauche. Et il explique, il donne une nouvelle définition à l'islamophobie. Et c'est très intéressant. Il dit: l'islamophobie, pour nous, ce n'est pas simplement un problème de droit individuel, c'est systémique. L'islamophobie, c'est tout ce qui entrave la construction et le développement de la communauté, son expression visible et politique, que ce soit en France ou ailleurs. Il nous faut donc développer et protéger les initiatives de la communauté, rendre légitime son expression visible et politique. Donc, en résumé, ça veut dire que tout ce qui entrave l'islam politique est déclaré islamophobe. Mais il faut vraiment se mettre dans la tête d'un islamiste pour saisir la portée de cet acte de parole. D'abord, même sans se mettre dans la tête d'un islamiste, à partir du moment où vous ne voulez pas que d'un parti politique islamique, si vous ne voulez pas que l'islam politique s'exprime dans le champ politique, eh bien vous êtes un islamophobe. Donc déjà, ça pose évidemment un problème. Mais pour un islamiste, dès lors que vous êtes entravé dans votre devoir de musulman de répandre l'islam autour de vous, parce que c'est un devoir, c'est une obligation, alors cette islamophobie, telle que définie, est considérée comme une agression. Si le musulman est restreint dans son droit d'être musulman et d'inviter les autres à l'islam, il se sent alors agressé. Et s'il se sent agressé, il a le devoir de lutter pour se défendre. C'est ce qu'on appelle le djihad défensif. Alors, cette obligation a été théorisée par Ibn Taymiyyah, qui en fait, c'est un savant du XIIIe et XIVe siècle, hein, qui influence à la fois les salafistes purs et les frères musulmans.
C'est donc cette obligation qui a été théorisée par Ibn Taymiyyah, qui en fait une obligation individuelle en cas d'attaque, en cas d'agression. Elle a été reprise et réinterprétée par le frère musulman Saïd Qutb, par Abdullah Azzam, qui est le mentor d'Oussama Ben Laden, et d'autres figures influentes au sein des réseaux islamistes. Évidemment, ce djihad défensif ne prend pas les mêmes formes partout. Selon les contextes, il n'est pas toujours nécessaire de recourir aux armes. On peut aussi employer des moyens subversifs, non physiquement violents, pour se défendre, mais pour attaquer dans la défense, si vous voulez. Donc, ce que cherchent à faire certains islamistes français, comme le cas d'Ibn Salen, c'est imposer leur droit d'être musulmans en tout lieu, partout, et de la manière dont ils l'entendent, au titre de leurs conditions de citoyens français, citoyens musulmans français. C'est là leur devoir, et j'insiste sur ce point. Les cadres de LFI reprennent de plus en plus le vocabulaire, on l'a vu, hein, cette dérive au niveau des mots et des actions. Ils reprennent le vocabulaire et les thèmes issus de la sphère islamiste. Et dans la vidéo dont je vous enverrai le lien, on voit très bien comment cet enseignement, cette rééducation de la sphère de la gauche radicale s'opère tactiquement. Donc, ça va amener donc, la gauche à parler de libération de la Palestine comme de la libération finalement des pauvres et du prolétariat, enfin de ce qu'on appelait avant le prolétariat. Les termes de résistance, les termes de génocide ou de sioniste pour désigner l'ennemi idéologique sont désormais courants. C'est-à-dire que ça désigne plus vraiment seulement les juifs, ça désigne les juifs cachés, les capitalistes, etc. En parallèle, le vocabulaire islamiste s'est gauchisé pour séduire la gauche. On y parle de révolution permanente, de résistance des opprimés, de convergence des luttes, en s'inspirant des thèses décolonialistes et de la lutte des races. On aboutit donc à un processus de traduction mutuelle où la gauche reprend les mots de l'islamisme et l'islamisme reformule ses concepts pour être relayés par les institutions de gauche. Ainsi, les islamistes sont parvenus à imposer l'idée que les Palestiniens sont finalement les opprimés, et ils sont les opprimés parce qu'ils sont des musulmans. Donc ça concerne l'entièreté de la planète. Et c'est la raison pour laquelle, après le 7 octobre, on a vu des manifestations, on a parlé de la rue arabe. Ce n'est pas la rue arabe, c'est l'Oumma. Je rappelle que les Arabes, c'est 4/5 des musulmans dans le monde et que les manifestations ont eu lieu partout, de Londres à Johannesburg et de Kuala Lumpur à Paris. C'est quelque chose qui s'est développé partout. Alors, pourquoi est-ce que ça fonctionne, cette alliance islamo-gauchiste? Eh bien, parce que pour les raisons donc militantes et idéologiques que je vous ai données, mais aussi parce qu'ils cèdent, mais tous les partis cèdent à la tentation clientéliste d'une population musulmane dont le vote est relativement concentré. Au niveau local, il existe donc des accords entre certains maires et des frères musulmans qui servent de gatekeepers de la communauté, qui parlent au nom des musulmans sans qu'il y ait de mandat formel. Et force est de constater que la population, quand elle vote, elle ne vote pas toujours, elle vote assez peu, mais que la population donc, suit quand même les directives. Par exemple, 62% des électeurs musulmans ayant voté aux européennes de 2024 ont choisi la France insoumise. Donc ça, c'est un sondage IFOP de juin 2024. Et il faut aussi préciser, bien sûr, que 59% des musulmans n'ont pas voté. Mais quand ils votent pour une force électorale concentrée. Voilà. Alors, vous m'avez posé la question des distinctions entre les différents courants religieux et salafistes et fréristes. Alors, pour moi, je ne fais pas de distinction doctrinale entre les courants religieux conservateurs qu'on appelle en langage courant salafistes, piétistes, et les courants islamistes fréristes. Un courant authentiquement conservateur comme le salafisme piétiste n'a généralement pas vocation à vivre et se déployer dans un pays non musulman. Donc, le salafiste pieux doit faire sa hijra, c'est-à-dire repartir
dans un pays ou partir dans un pays musulman. De ce fait, il n'y a pas de collectif, salafiste, piétiste qui soit actif, en France. Ça reste une démarche individuelle en attendant le départ, un prosélytisme, disons, relativement limité. Par contre, il existe des hybrides que j'appelle fréro-salafistes, c'est-à-dire ce sont des salafistes qui, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ne sont pas en mesure de partir et ont été convaincus qu'ils peuvent s'inscrire dans le mouvement de da'wah, c'est-à-dire de prédication de l'islam, prôné par les frères musulmans. Ce sont des orthopraxes, c'est-à-dire des gens qui mettent la pratique avant tout, qui s'insèrent de fait dans le projet et l'idéologie frériste et ils concernent à mon sens, plutôt les classes populaires. Donc, pour le résumer, l'offre islamique organisée en France est donc essentiellement de nature fondamentaliste, avec un accent frériste plus marqué, parce que, comme je le disais, il n'y a que les frères musulmans qui ont un projet organisé qui puisse transformer une société où ils s'insèrent en fait véritablement dans nos sociétés sans être illicite, sans être haram. Il a le droit, il s'est donné le droit d'exister en pays de mécréants. Mais la majorité des musulmans ne se reconnaissent pas dans ces courants structurés. Quand ils sont pratiquants, ils suivent les prêches de la mosquée locale, celles de leur communauté d'origine. Ils lisent, quand ils lisent, la littérature proposée dans les librairies islamiques et les mosquées. La grande majorité de ces ouvrages traduits en français sont d'obédience salafi, donc un islam rigoureusement incompatible avec la vie et les valeurs européennes. Ça, c'est important à souligner parce que si les frères et les salafistes sont relativement minoritaires, je dis relativement parce qu'on pourrait regarder dans le détail, chez les jeunes en particulier, ils sont de moins en moins minoritaires puisque il y a un sondage dont je vous donnerai les références qui montre que 58% des jeunes de 18 à 25 ans préfèrent la charia aux lois de la République. Donc on a quand même une réislamisation très efficace de la part des frères musulmans. Réislamisation qui a commencé dès les années 80-90. On en est à la 3e génération aujourd'hui réislamisée et on voit que déjà le message est passé. Donc, ces musulmans pratiquants, je ne parle pas des non-pratiquants parce que là, c'est encore autre chose, mais les musulmans pratiquants, donc nés en France, se réfèrent donc à une littérature salafi en français, dont ils choisissent la portée, donc ils vont plus ou moins pratiquer, et ils ont comme offre, hein, parce que c'est sur l'offre religieuse que je me suis concentrée, euh, qu'est-ce qui est quels sont les prédicateurs les plus célèbres sur le net? Ce sont des prédicateurs fréro-salafistes, fréristes ou maintenant fréro-salafistes, qui parlent parfaitement le français, qui prêchent en français, qui parlent donc aux jeunes et à leurs parents de ce qu'ils vivent au quotidien, contrairement donc aux imams qui ont été importés, ceux qu'on appelle les imams des consulats ou des ambassades qui sont importés des pays d'origine des migrants. Donc, alors il y a aussi des musulmans qui ne se reconnaissent pas dans cette offre islamique, qui ne la lisent pas, qui pratiquent chez eux leurs prières, qui vont manger halal à des degrés divers. Et puis il y a aussi tous ceux qui sont sortis de l'islam mais ne le disent pas. Et, euh, et ça, c'est évidemment très très difficile à compter. Voilà, je crois que je peux maintenant répondre à vos questions. Merci beaucoup, Madame, pour ce propos liminaire très, très nourri. J'aurais juste eu, avant de laisser la parole au rapporteur, une question. Vous évoquez à plusieurs reprises la gauche, alors que dans vos ouvrages, vous parlez plutôt d'ultra-gauche ou de gauche radicale. Vous avez dit notamment la gauche reprend les mots de l'islamisme. Est-ce que là-dessus, vous pourriez préciser quelle est votre position? Est-ce qu'il s'agit bien de la gauche dans son ensemble? Ou alors est-ce que c'est vraiment une partie de la gauche? Alors, ma langue n'a pas fourché. J'observe quand même je vous l'ai dit, entre 2008, 2014, 2023, on voit quand même que les forces de gauche sont de plus en plus nombreuses à se rapprocher.
de ces mouvements intitulés pro-palestiniens, qui sont pour moi plutôt des mouvements islamistes reprenant une cause qui permet d'arrimer la gauche. Non, ma langue n'a pas fourché. Je considère que tant que la gauche Front Populaire en particulier n'a pas pris ses distances avec une gauche dite radicale, LFI, NPA, etc., qui manifeste son antisémitisme, je ne vois pas pourquoi on devrait la mettre en dehors. Toute alliance avec des partis qui s'expriment de cette façon, qui font alliance avec l'islamisme, est une forme de complicité. Et on voit pourquoi ma langue n'a pas fourché, parce qu'on voit depuis, si dans mon livre en 2023 que j'ai écrit, donc probablement ça devait être 2021-2022, je parle beaucoup de gauche radicale, c'est parce qu'on n'a pas encore vu ce qui s'est passé en 2023 et la mollesse de la gauche Front Populaire vis-à-vis de l'antisémitisme, qui est encore une fois pas en tant que tel, mais que l'islamisme, avec son expression antisémite, voilà, ils n'ont pas pris leur distance avec, et au contraire, je trouve que Le Monde, Libération, des journaux comme La Croix aussi, ont trop facilement repris la propagande du Hamas, alors qu'ils ont tous les moyens de prendre distance avec cette propagande. Donc c'est très étonnant ce qui s'est passé depuis 2023. Merci pour votre réponse. Je laisse maintenant la parole à notre rapporteur pour ces questions. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Merci, Madame Bergeau-Blaclair, pour votre exposé. Merci pour votre présence puis votre courage, parce que c'est un sujet qui est quand même particulièrement glissant et sur lequel nous avons vite fait d'entrevoir des menaces qui prouvent qu'il y a un véritable problème tout de même. Vos travaux me semblent absolument essentiels pour maintenir l'unité de la nation face à des forces séparatives qu'il est indispensable d'identifier et de combattre avant qu'elles ne puissent produire le chaos qu'elles recherchent. Alors, j'ai une première question pour revenir sur les manifestations. Nous avons reçu, comme vous le savez, différents auteurs, vous les avez cités tout à l'heure, qui ont relevé la présence de personnalités politiques à différentes manifestations organisées par des collectifs tels qu'Urgence Palestine. Selon ces auteurs, la participation active de ces élus aux côtés de personnes prônant l'idéologie islamiste démontre factuellement des liens étroits entre ces élus et la mouvance islamiste. Vous nous avez confirmé tout à l'heure partager cette opinion. Simplement, j'aurais voulu une précision. Selon vous, est-ce qu'il s'agit là d'un opportunisme politique et électoral, ou est-ce qu'il s'agit d'une adhésion idéologique plus profonde avec un véritable lien structurant, ou alors est-ce qu'il s'agit d'une combinaison des deux? Je crois que mon propos liminaire, qui était un petit peu long, montrait justement qu'il n'y a pas qu'une alliance militante opportune, il y a aussi, ou opportuniste, il y a aussi de vraies convergences idéologiques, mais peut-être basées sur un malentendu. C'est-à-dire que dans mon papier de cité numéro 100, dans lequel j'explique que Chris Harman avait commencé à théoriser un lien avec l'islamisme, parce qu'au départ, la gauche était méfiante vis-à-vis de ces mouvements conservateurs, inégalitaires, etc. Ils ont commencé à théoriser les conditions d'une alliance avec l'islamisme, en disant, voilà, ça on prend, c'est-à-dire le caractère révolutionnaire, le caractère qui défend les pauvres, qui lutte contre le capitalisme, ça on prend, mais pour l'inégalité homme-femme, pour la racialisation du conflit au lieu du conflit de classe, ça on ne prend pas. Mais je pense qu'ils ont émis ces conditions, mais qu'ils ont eu en face d'eux des joueurs meilleurs qu'eux, qui connaissaient leur idéologie. Et donc, quand les islamistes du type d'Imzalen arrivent pour parler à la gauche, eh bien, il adopte un vocabulaire qui plaît à la gauche. Il va parler de mai 68, il va parler de choses qui résonnent qui résonnent bien aux oreilles de la gauche, de sorte que la gauche a l'impression, comme son programme le lui imposait, a l'impression qu'elle n'a affaire finalement qu'à des individus qui ont fait défection, qui sont en train de venir naturellement à la gauche. Évidemment, c'est une ruse qu'ont employé les islamistes pour séduire la gauche,
Ils ont fait élire, excusez-moi, mais pas les plus malins et les plus intelligents des députés. On voit de toute façon leur comportement à l'Assemblée. Tout cela est tout à fait volontaire de leur part. Ça fait longtemps qu'ils lisent ce que la gauche écrit et qu'ils essaient de la manipuler. La plus honnête, je dirais, c'était Ouria Boutelja qui dit, mais on a une sacrée prise de guerre. Ce qu'elle dit simplement, elle valide le fait que depuis longtemps, ils ont travaillé à, à les piéger, à les faire rentrer dans leur sphère de contrôle. Je voudrais juste préciser que nos collègues ayant été élus, ils sont dignes de respect comme tous les autres. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Madame Bergeau-Blaclair, le CCIF a longtemps eu une visibilité médiatique en France, avant d'être dissous par Gérald Darmanin suite à l'attentat sur Samuel Paty. Il a été reconstitué à Bruxelles sous la forme de CCIE. Pouvez-vous établir et expliquer les liens entre le CCIF, CCIE donc, et les Frères musulmans? Pouvez-vous établir des liens entre cette organisation dans ces deux appellations avec des partis politiques français, ainsi que leur ancienneté, sachant que le CCIE a été invité récemment par un député au sein du Palais Bourbon? Alors Marwan Mohamed, qui est le fondateur et la tête, le porte-parole du CCIF, s'est exprimé à plusieurs reprises, et notamment sur une vidéo où il explique que on n'a pas le droit d'interdire aux musulmans de rêver que la France soit un jour une société islamique. Alors c'est un des très rares documents qui montre que c'est un islamiste frériste. Pas forcément un frère musulman, parce qu'il faut bien distinguer les frères musulmans assermentés qui ont prêté serment à la confrérie et qui vont rester dans le secret, c'est leur vocation, c'est la machine, c'est le cœur de la machine, et puis ceux que j'appelle les fréristes, qui sont tous les individus achetés, flattés ou par la confrérie pour qu'elle diffuse son message à l'extérieur. Je ne vais pas trop en rentrer dans les détails techniques, mais pour moi, le CCIF fait partie de la frérosphère, c'est-à-dire des fréristes qui portent l'idéologie, mais bien sûr qui ne peuvent pas être aussi, disons, explicites que l'a été Marwan Mohamed dans cette vidéo, qui est la seule, évidemment, qui est très précieuse, mais qui est la seule. Les frères sont très, les fréristes en général savent que la subversion, ça, on n'en parle pas. On ne parle pas de la ruse qu'on utilise pour subvertir une société. Ils ne sont pas idiots, donc ils ne se laissent pas souvent prendre la main dans le sac. Mais moi qui les connais quand même depuis 30 ans, je peux dire que ce qu'il a dit là, c'est quelque chose de tout à fait banal dans les cercles fréristes depuis les années 90. On n'attrape pas les mouches avec le vinaigre, donc il faut faire bonne figure. Le CCIF, comment faire bonne figure dans une société inclusive qui a très très peur d'être raciste ou taxée d'être discriminatoire, eh bien, c'est de fonder un organisme comme un collectif contre l'islamophobie et de se poser en victime. Toute la stratégie, c'est la victimisation. Pourquoi c'est cette stratégie-là? Bah, c'est simplement parce qu'elle fonctionne. Si les frères avaient trouvé, si ça ne fonctionnait plus, les frères auraient adopté une autre stratégie, une autre tactique. Le CCIF, donc, il a été établi par les procès qu'il y a un lien entre ceux qui ont amené le tueur de Samuel Paty à cet acte-là. Il y a eu une influence en fait du CCIF par divers canaux, ou une légitimation, disons, de l'acte de supprimer ou de tuer le professeur Paty. C'est un lien indirect, bien sûr. On ne peut pas dire que le CCIF a tué Samuel Paty, mais il y a eu quand même des éléments d'influence notoires, donc manifestes. Le CCIF a donc été immédiatement dans les radars de la police et du ministère de l'Intérieur, qui avait promulgué donc la loi de 2021 sur le séparatisme. Et avant d'être fermée, d'être dissoute, elle s'est auto-dissoute, ce qui lui a permis de transférer ses actifs et ses activités à Bruxelles. Alors quand je dis transférer ses activités, revenons au XXIe siècle, c'est quoi? C'est simplement
prendre le Thalys vers Bruxelles, ça prend 1 heure et demie, ouvrir une boîte aux lettres et puis revenir chez soi tranquillement et continuer ses activités en changeant l'URL, le nom, etc. Si vous regardez d'ailleurs le logo du CCIE, c'est un logo qui a une petite... qui a au bout du E, du CCIE, un petit grisé qui permet de voir CCIF. Donc c'est une ruse, un pied de nez, puisque là quand même c'est visible, qui montre que le CCIF existe simplement toujours à Bruxelles pour continuer ses activités de victimisation, de démoralisation, parce que quand vous ne cessez de dire à une population, la population musulmane, qu'elle est victime de façon structurelle des politiques de l'État où elle vit, c'est évidemment c'est très violent. Donc, surtout si vous y croyez. Et la spécialité du CCIF, c'est justement de faire croire que les musulmans sont détestés, qu'on les renverrait chez eux, etc. Donc, évidemment, ça amène, ça contribue à un vote musulman, puisque tous les partis qui ont surfé sur la vague des discriminations contre les musulmans, discrimination systémique, islamophobie d'État, etc., ont engrangé effectivement des voix de l'islam. Merci. Alors, en février 2021, la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, annonçait une commande de rapport sur l'islamo-gauchisme dans l'université. Comment expliquez-vous que ce rapport n'ait jamais vu le jour? Quelle est votre analyse du concept d'islamo-gauchisme? Existe-t-il une complaisance pour l'idéologie islamiste dans l'enseignement supérieur français? Si oui, quelle est son ampleur? Existe-t-il des liens entre des organisations universitaires d'étudiants ou de professeurs et la mouvance islamiste? Et ces organisations ont-elles des liens avec des partis politiques? Alors c'est quelque chose, ces liens que je documente assez précisément dans mon ouvrage Le frérisme et ses réseaux. Donc les liens idéologiques, j'en ai parlé. Les universités sont des lieux où la gauche radicale en particulier est très présente, très influente. Pas forcément d'ailleurs en nombre, mais plus vocale, est capable d'organiser des conférences, de faire venir des personnages de la frérosphère, que ce soit au nom de la Palestine ou contre l'islamophobie, contre les discriminations. Donc ces militants de la frérosphère rentrent par ces canaux-là. Les islamistes ont théorisé ce qu'ils appellent l'islamisation de la connaissance. L'islamisation de la connaissance, ça consiste, c'est dès les années 1980, ça consiste à produire une connaissance qui soit compatible avec la charia, qui soit compatible avec l'islam. Donc, si vous produisez des connaissances sur l'égalité homme-femme, par exemple, eh bien, ils vont vous proposer peut-être plutôt une version de féminisme islamique. Le féminisme islamique étant compatible avec la charia. Donc, tout est décliné, c'est un peu comme le marché halal, tout est décliné dans une version islamique, de sorte que il n'y a plus de savoir universel, il n'y a que des savoirs situés, des connaissances relatives. Et ce relativisme a été aussi porté par des écoles de sociologie ou d'anthropologie euh, qui, euh, qui ont empêché en fait les autres, ceux qui étaient plutôt sur l'idée qu'il y a une science universelle, de s'exprimer et d'écrire des papiers. Moi, depuis que j'écris sur ces questions-là, j'ai toujours été un peu, en étant critique vis-à-vis de l'islamisme, on a assez peu lu mes travaux et chaque fois qu'on les a considérés, c'était pour les dénigrer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas véritablement de débat. Ce sont plutôt des joutes militantes. Vous devez prouver quelque chose. Vous ne pouvez pas démontrer l'existence d'un phénomène social. Il vous faut vous positionner parce que toute connaissance est de toute façon située. Donc vous ne pouvez pas avoir un savoir objectif. Ça n'existe plus. Vous n'avez que des batailles de subjectivité.
Et donc, tout ce que vous racontez peut être, si vous n'avez pas un groupe de supporters avec vous, eh bien, personne ne vous écoute. Voilà un peu ce qu'est devenu malheureusement l'université, et en particulier les sciences sociales. Alors, quand la ministre avait demandé un rapport sur l'islamo-gauchisme, bon, évidemment, elle n'a pas le pouvoir de demander ça. Enfin, je veux dire, il faut que ça passe par des comités, il faut que donc, c'était peut-être un peu risqué de sa part de demander quelque chose qui n'était pas, forcément recevable. En revanche, quand le CNRS, quelques années plus tard ou quelques mois plus tard dit, l'islamo-gauchisme n'existe pas, c'est une position parfaitement idéologique. Elle n'est fondée sur rien. On n'a pas encore montré que ni qu'il existait, ni qu'il n'existait pas, puisque précisément, on n'a pas fait ce travail, de recherche. Donc, tout cela est un peu, on reste un peu dans le flou, et ça arrange qui? Ça arrange bien sûr ceux euh, qui dominent dans les universités, c'est-à-dire plutôt ceux qui passent des alliances avec les islamistes. Merci pour votre réponse. À travers l'université, mais plus généralement, on constate une jeunesse très mobilisée sur la question de Gaza. De nombreux jeunes participent à des manifestations, partant du bon sentiment, qui peut être d'ailleurs tout à fait légitime, de vouloir protéger la population civile de Gaza. Les auteurs que nous avons déjà auditionnés, qui ont été en immersion dans ces manifestations, ont constaté que ces jeunes n'avaient finalement pas les clés de décryptage sur la situation de Gaza, sur l'histoire d'Israël et de la Palestine. Ils ont constaté notamment leur incapacité à définir le sionisme, alors qu'ils scandent des slogans violents contre celui-ci. Alors, en tant qu'universitaire, quelle solution vous préconiseriez pour attirer l'attention des jeunes sur l'extrême complexité de la situation au Proche-Orient, afin d'éviter qu'ils ne deviennent finalement les idiots utiles de la mouvance islamiste en adhérant à une certaine forme d'antisémitisme? Bah, la première des choses que je vous dirais, bien sûr, c'est qu'on permette à des gens comme moi de revenir à l'université. Je suis au CNRS, j'ai tous les diplômes, une HDR, et je ne peux plus donner, enseigner dans une université. Systématiquement, il y a des manifestations et des présidents d'université qui valident ces non-autorisations. Ils ne valident pas les interdictions, évidemment, on n'interdit pas, mais on n'autorise pas. Donc des gens comme moi, ou regardez Fabrice Balanche aussi, qui est chahuté dans un amphi, de façon assez violente d'ailleurs. Gilles Kepel, qui a perdu sa chaire de sciences politiques à l'ENS. Donc sur ces questions, on sait qu'il est plutôt critique de l'islamisme. Donc en fait, c'est simple. Tous ceux qui ont une approche critique de l'islamisme, ce qui est normal, on a toujours, il faut avoir une approche critique sur tout, ça ne veut pas dire critique positivement ou négativement, et bien tous ceux qui apportent quelque chose de nouveau, et qui refusent d'être d'appartenir à des centres qui travaillent uniquement sur l'islamophobie, d'être une espèce d'officine défendant l'islamophobie, eh bien, tout cela ne peuvent plus entrer dans une université. Donc là, le fait aussi qu'on laisse entrer des militants pro-palestinistes, donc plutôt des militants islamistes dans les universités, est un scandale absolu. Le fait qu'on les laisse manifester aussi. Donc on a tout laissé faire. Et après, on se dit, bah, comment on va faire? Ben, on a tout laissé faire, mais comme je le rappelais tout à l'heure, depuis des décennies. Le mouvement BDS aussi, boycott des investissements sanctions, a accès à l'université, alors que c'est un mouvement aussi qui fait partie, je le montre dans mon dernier ouvrage, du djihad économique. Tout cela on doit relancer les enquêtes, les recherches sur l'islamisme, bien faire la différence entre l'islam et l'islamisme, ça c'est essentiel, et relancer ces recherches-là, puisqu'aujourd'hui, elles n'ont simplement plus lieu. Si par exemple, moi je veux prendre un étudiant en doctorat, eh bien, il sera menacé, il sera entravé. Je ne suis pas sûre de pouvoir réunir un panel de spécialistes qui n'auront pas peur et qui vont pouvoir l'encadrer jusqu'au bout de son doctorat. Euh, on a donc un manque d'expertise maintenant à l'université en ayant complètement laissé faire les intimidateurs. Merci beaucoup.
Vous indiquez dans votre ouvrage que l'économie est l'un des domaines d'action des mouvements fréristes, dont le résultat le plus édifiant est le marché halal global, avec le développement des produits, des processus et des espaces halal par et pour les musulmans. Pouvez-vous préciser cette affirmation, s'il vous plaît? Bon, alors aujourd'hui sort mon livre, donc le djihad par le marché, c'est 300 pages. Donc, comment vous l'expliquer? En gros, le marché halal n'existe pas avant les années 80, tout simplement parce que le halal, ça ne fait pas sens dans un pays musulman puisque tout est licite, hein. Halal, ça veut dire licite. Et donc, c'est une invention d'une rencontre entre néolibéralisme et néofondamentalisme à partir du moment où les musulmans ou les puissances occidentales non musulmanes donc, exportent vers les pays musulmans et où des populations musulmanes arrivent en Europe. Donc, c'est cette situation qui entraîne la création d'un marché halal. Évidemment, le halal, ça concerne au départ la viande, puis ça va concerner tous les aliments. Et les idéologies néo-fondamentalistes qui dictent la norme halal ou qui sont capables de la traduire en instruction pour la machine industrielle vont prendre un peu le leadership des organismes de certification, d'accréditation, etc. Donc évidemment, ça va devenir très intéressant pour eux de diffuser la norme religieuse par le marché. Et c'est ce que et en face d'eux, ils ont des entreprises, donc des abattoirs, mais aussi des entreprises de distribution qui, que ça soit pour la viande, pour les aliments, mais aussi la mode pudique ou les voyages halal ou toutes sortes, ou les médicaments, etc., se disent, tiens, voilà de quoi faire des niches de marché et de faire de la plus-value, hein, de s'enrichir sur le dos de ce marché. Et ce sont un peu les idiots utiles, côté droite, on peut dire, puisque j'ai parlé d'islamo-gauchisme, mais il y a un islamo-droitisme, ce sont un peu les idiots utiles de ces fondamentalistes qui vont diffuser leurs normes à travers le marché. Merci beaucoup. Dernière question me concernant. Comment les pouvoirs publics peuvent-ils lutter efficacement contre l'islamisme tout en prévenant toute confusion avec l'islam et toute stigmatisation des musulmans? Avez-vous connaissance d'exemples étrangers de lutte efficace contre la diffusion de cette idéologie mise en œuvre dans des pays proches de la France ou non? Alors déjà, la stigmatisation des musulmans, il faut poser ce problème. Est-ce qu'elle existe? Est-ce que c'est parce qu'ils sont musulmans que les populations de tradition musulmane sont rejetées? On n'a jamais réussi vraiment à prouver ça formellement. Je vous donne un exemple. Est-ce qu'une femme émirati qui fait ses courses aux Champs-Élysées, est-ce qu'elle est victime d'islamophobie? Est-ce que l'épicier indonésien du quartier qui rend service, est-ce qu'il est victime d'islamophobie? C'est pas du tout certain. On l'a jamais montré. En revanche, bien sûr, le racisme existe, la xénophobie existe. Elle s'appuie sur des conduites jugées inacceptables et attribuées par généralisation à un ensemble plus large, qui soit donc maghrébin. Le non-arabo-musulman est un marqueur visible aussi. Donc il y a des distinctions qui entraînent des conduites d'exclusion. Mais ces conduites d'exclusion, elles vont dans les deux sens. C'est-à-dire que quand vous appelez vos enfants par un nom arabo-musulman, vous voulez marquer votre appartenance. Et donc ça entraîne des conséquences, ça entraîne des réactions. Donc il faut que les deux en fait s'entendent sur les conditions d'assimilation des deux côtés. Et aujourd'hui, la tendance, c'est de lutter contre les discriminations, comme si ces discriminations étaient le fait de la population majoritaire sur la population minoritaire, sans égard à ces populations minoritaires qui ne veulent pas s'intégrer, parce que ça existe. Par exemple, si vous si vous considérez le rôle des associations islamistes qui endossent volontairement et de façon tout à fait ouverte qu'elles ne veulent pas que les musulmans s'assimilent parce que ça serait perdre leur identité et perdre leur richesse, etc. Eh bien, c'est le produit d'un programme là aussi. C'est important de le savoir. Si vous lisez le document de l'ICESCO, qui est, si vous voulez, c'est un peu à ce que l'UNESCO est à l'ONU, l'ICESCO est à l'Organisation de la coopération islamique qui rassemble les 56 ou 57 pays musulmans du monde.
Eh bien, dans ce document, publié par le Qatar et très inspiré par les frères musulmans, j'en cite de longs passages dans le frérisme et ses réseaux. C'est un document qui s'appelle Stratégie de l'action islamique culturelle à l'extérieur du monde islamique. Ils expliquent de façon très détaillée, point par point, le pourquoi de cette stratégie de désassimilation ou d'inassimilation. Un document d'ailleurs que tous nos politiques devraient lire. Il faut absolument, si vous ne voulez pas en gros, hein, ce qui est dit, c'est si vous ne voulez pas de problèmes de délinquance, etc., soyez conscient que ces populations d'origine musulmane sont musulmanes et qu'elles ne peuvent pas être autre chose et qu'elles ne pourront pas s'assimiler. Donc il va falloir faire avec elles en tant que groupe. Et sinon, bah, vous aurez des problèmes de violence. Voilà le genre de chantage qui est inscrit dans ce très long document, un peu touffu, de l'action culturelle à l'extérieur du monde islamique. Donc tout ça n'est pas fortuit, ce n'est pas une société qui rencontre un groupe et puis bah, on ne sait pas trop comment faire pour se marier, etc. C'est pas ça. Il y a une volonté de la part des groupes islamistes d'empêcher l'assimilation de ces populations. Moi, je l'ai vu hein, dans ma carrière, puisque quand j'ai commencé il y a plus de 35 ans, la population était en voie d'assimilation, ce qui se voyait par exemple à travers la question du halal, où les musulmans disaient, bah, il y a un verset, le verset 5 de la sourate 5 du Coran, qui dit que la viande des gens du livre, c'est-à-dire des chrétiens et des juifs, est comestible pour nous, elle est licite pour nous. Et donc, ils n'avaient pas besoin de marché halal ou pas de séparation alimentaire. Et les frères, quand ils sont arrivés, ils leur ont dit non, pas du tout, c'est pas comme ça que ça se passe, ce ne sont pas de vrais chrétiens, et puis vous devez rester musulmans et donc imposer vos normes à vous. Et ça a évidemment changé. Donc, cette évolution vers l'inassimilation, la désassimilation a été très forte. Et au lieu de le considérer comme tel, on a voulu croire en ce qu'il disait, c'est-à-dire que ces populations étaient victimes, alors qu'en réalité, cette victimisation était une stratégie qui s'insère dans un ensemble plus global. Merci, madame. Monsieur le rapporteur, merci pour vos questions. Nous allons passer aux questions des collègues avec une de monsieur Dragon et une de madame Yadan. On va prendre les deux ensemble. J'indique que je devrais vous quitter à 18h30. Ça sera madame Yadan en tant que vice-présidente de cette commission d'enquête qui assurera la conclusion. Je vous prie de bien vouloir excuser mon départ en cours d'audition, madame, mais comme on a décalé d'une demi-heure au départ, je me retrouve effectivement coincé. Monsieur Dragon, votre question. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, Madame Bergeau-Blaclair, merci pour vos explications, votre courage aussi, parce que j'ai cru comprendre que vous avez pu avoir les pires difficultés à un moment, et notamment avoir reçu des menaces de mort pour le travail que vous nous soumettez aujourd'hui. Et je le condamne fermement, j'imagine que mes collègues le font aussi. En mai 2023, vous avez déclaré que vous n'étiez plus qu'une poignée de chercheurs à travailler sur l'islamisme, fait qui a été confirmé d'ailleurs dans cette commission par un intervenant à une précédente audition. Est-ce que vous estimez que d'autres chercheurs ont peur en fait de travailler sur le sujet d'une part, ou estimez-vous aussi que d'autre part, que le CNRS, qui est quand même un établissement public, financé par de l'argent public, à plus de 4 milliards d'euros à peu près de budget, est infiltré, voire gangréné par un islamisme rampant. Et une petite question supplémentaire, avez-vous reçu le soutien des autorités de l'État à un moment donné, à un moment ou à un autre? Je vous remercie, madame. Merci, monsieur Dragon. Merci. Madame Yadan. Oui, merci, Monsieur le Président. Merci, Madame Bergeau-Blaclair, d'avoir témoigné aujourd'hui. Et puis, bravo pour votre courage, à la fois pour poursuivre vos recherches et pour témoigner, pour ne rien lâcher malgré les très nombreuses menaces dont vous faites l'objet, on le sait. Donc, vraiment, félicitations pour cela. Et merci également pour la mission que vous vous êtes fixée. Alors, j'ai deux questions sur deux axes différents. La première question
porte sur les soutiens directs d'élus de la République de gauche et d'extrême gauche à des manifestations qu'on a vues notamment dans les manifestations dont que vous avez d'ailleurs évoquées au début de votre audition. On sait que depuis notamment le 7 octobre, il y a eu beaucoup de manifestations en France qui notamment ont permis à des participants d'avoir un discours d'apologie du terrorisme, de lancement d'appels à l'intifada ou de salut des massacres du 7 octobre, qui ont également permis à des associations comme Urgence Palestine, comme Samidoun, comme BDS, comme Soulèvement de la Terre d'être présents et donc avec des représentants politiques également à ces manifestations. Alors ma question, elle est en fait assez simple. Est-ce que pour vous, la simple présence d'un élu, que ce soit d'un élu de la République de manière au sens large à un tel rassemblement, est-ce qu'une simple présence doit être forcément interprétée comme un soutien à l'idéologie islamiste ou pas, ou alors est-ce que c'est carrément, d'après vous, un activisme politique, un activisme idéologique, un activisme qui serait complice de cette idéologie-là? Et puis, la deuxième axe de ma question porte, c'est un petit peu différent, sur l'université. On en a un petit peu parlé. Donc, vous avez vu comme moi ce qui s'est passé hier à l'université de Paris 8, Paris-Nanterre, devant 800 étudiants présents. Eh bien, on les a conviés à une manifestation, à un rassemblement qui portait au nu notamment Georges Ibrahim Abdallah, qui a été condamné, on le sait, à perpétuité pour acte de terrorisme, et Mariam Aboudaka, qui est liée au FPLP. Et donc, devant 800 étudiants, en plein cœur de l'université, on a assisté à la glorification du terrorisme et notamment des massacres du 7 octobre. Comment analysez-vous se laisser faire dans les universités françaises? C'est-à-dire qu'on a parlé, vous avez évoqué tout à l'heure une stratégie d'entrisme réel dans ces universités, mais moi je m'intéresse davantage à la direction de ces universités. Se laisser faire là, comment vous l'analysez-vous? Est-ce qu'il s'agit de peur? Est-ce qu'il s'agit vraiment de réseautage? Ou alors carrément d'une adhésion à cette idéologie-là? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ces universités-là sont gangrénées par la parole, par cette parole, en fait, qui est une parole de haine? Voilà. Merci beaucoup. Merci, chers collègues. Je vais donc laisser le soin à Madame Bergeau-Blaclair de répondre à l'ensemble de ces questions. Je vais donc inviter ma collègue Caroline Yadan à prendre la présidence de cette réunion pour la fin, et en vous remerciant encore une fois pour vos éléments, Madame Bergeau-Blaclair, en vous priant de bien vouloir excuser mon départ. Nous vous écoutons pour vos réponses. Merci, monsieur le député. Je vais commencer par la deuxième question, puisqu'elle concerne vraiment le fond du problème. Alors, la question, c'est est-ce que ce sont des alliés utiles ou des complices? Et est-ce qu'ils adhèrent à l'idéologie, que ce soit dans les cortèges de manifestations, quand on parle donc des responsables politiques, ou que ce soit des directions universitaires, plutôt dans le contexte du campus? C'est une question très difficile pour moi. J'ai quand même le sentiment qu'il n'y a pas d'adhésion, mais il y a une volonté d'instrumentaliser un groupe terroriste ou terroriste, mais qui n'agit pas sous forme de djihad violent, mais des groupes qui sont plus forts et qui sont capables d'amener des revendications, les revendications de la gauche. C'est un peu ce que disait Chris Harman, que j'ai cité tout à l'heure, c'est on a quand même besoin d'eux parce qu'ils ont une parole forte, parce qu'on les écoute eux, parce qu'ils ont des idées nouvelles, parce qu'ils renouvellent un petit peu le vocabulaire et les objectifs de la gauche marxiste, et qu'ils peuvent aussi employer les méthodes de la gauche trotskiste.
Donc il y a une instrumentalisation, mais à un moment donné, il y a un basculement, dont on le voit d'ailleurs chez certains, que je ne vais pas nommer, chez certains députés, qui ont pris l'habitus de l'islamiste, physiquement, dans leurs paroles, dans la façon de manifester. On les voit donc entourés d'islamistes dans les cortèges. Moi, je les connais, je peux les repérer. Et il y a une espèce de mimétisme. Ils en reprennent les mots, mais parfois ils en reprennent un peu aussi le sens. Euh, il y a quelque chose de séduisant, en fait, en tout cas qui les séduit du côté de l'islamisme, qui fait que on va voir, à mon avis, de plus en plus ces partis coucous devenir des partis proto-islamistes, c'est-à-dire où les œufs de l'islamisme vont éclore. Et peut-être qu'ils vont, au lieu de partir, plutôt s'assimiler dans ce nouveau parti islamiste, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, pour moi, LFI, tel que les choses se profilent, est en train de basculer du côté vraiment de l'islamisme et de la norme islamique. On voit d'ailleurs que cela provoque des remous à l'intérieur de ce parti, puisque certains ont décidé de claquer la porte en disant c'est pas possible, on ne peut pas soutenir le port du voile pour les enfants, bref, ou la généralisation du halal. Donc, on voit qu'à l'intérieur, il y a des discussions auxquelles évidemment on n'a pas accès. Enfin, moi, je n'ai pas enquêté sur ce sujet récemment, mais on voit qu'il y a des tensions très fortes et il y a la volonté aussi, on l'a vu, je crois que c'était avec Rima Hassan, de dégager un peu ces leaders blancs pour les remplacer par des leaders autochtones, mais qui sont islamisés. Donc voilà ce qui se passe dans les cortèges. Au niveau de l'université, c'est un peu différent. L'université rassemble des enseignants, des chercheurs qui ne sont pas très courageux, il faut le dire. Ils sont très préoccupés par leur carrière, très préoccupés par leurs étudiants, garder leurs étudiants, garder leur place aussi, parce que c'est un milieu très compétitif, on ne se rend pas compte, mais il est compétitif au niveau des idées. Si vous avez une bonne idée, vous avez beaucoup de moyens et beaucoup de chercheurs. Si vous avez ce qui est jugé comme une mauvaise idée, eh bien, vous n'aurez rien du tout. Donc, vous devez avoir l'assentiment, pas seulement de vos pairs, mais aussi de tout l'environnement universitaire pour pouvoir développer vos recherches. Si, comme moi, vous avez choisi une voie un peu difficile, eh bien, vous n'aurez rien et en plus, vous serez menacé de mort et sous protection policière permanente. Donc, vous voyez, moi, j'ai des collègues qui me disent, écoute, je suis d'accord avec toi, mais moi, je ne veux pas être dans ta situation. J'ai pas envie, j'ai peur, j'avoue, j'ai peur, mais ma famille ne le supporterait pas, etc. Donc, je veux pas de ça. Et puis, j'ai des étudiants, je veux pas que ça les mette en danger. Et puis, voilà, ils ont des carrières eux aussi à mener, etc. Donc, en fait, le milieu est très conservateur et un peu et reproduit, en fait, ce qui existe déjà sous couvert de recherche et d'innovation. Moi, ça m'a toujours étonné. Après, là où je comprends moins bien les choses, parce que je connais moins, c'est la direction des universités, les rectorats, etc. Alors là, je ne comprends pas du tout, parce que je ne vois pas les risques qu'ils prendraient à autoriser une conférence que je ferai par exemple à Lille. Il y avait, et là ça répond à la question de monsieur juste avant, à Lille, j'avais été invitée donc par une organisation étudiante. Et on n'a pas eu l'autorisation de la salle parce que à l'intérieur d'un laboratoire que j'ai bien identifié parce qu'il contient effectivement beaucoup de fréristes, on a manifesté, ils ont fait manifester leurs étudiants pour que je ne vienne pas sur le campus. La direction a jugé que c'était quand même un peu dangereux et donc a validé la non-autorisation de ma conférence. Là-dessus, Monsieur Xavier Bertrand m'a immédiatement invité donc à donner cette conférence au conseil régional, donc elle a pu se tenir, mais pour vous dire, je peux donner des conférences partout, sauf à l'université, alors que je suis une académique. Et là, la responsabilité du président devrait être engagée, on devrait lui demander des comptes. Et là, c'est là que rien ne se passe. Et pour moi, là, on a un problème. Il faut que les enseignants, vous m'avez cité l'exemple de Paris 8. Alors, comme je suis à Montréal en ce moment, je n'ai pas vraiment trop suivi l'affaire,
Mais ce que j'ai vu, c'est effectivement une affiche avec des militants palestinistes, islamistes, tout à fait caractérisés. Enfin, on ne voit pas Georges Abdallah, etc. Bon. Donc, je ne comprends pas comment l'université peut laisser entrer ces individus. Je ne comprends pas aussi pourquoi la presse ne fait pas état des identités. Pardon de vous interrompre. Il s'agit juste, si vous allez sur les réseaux sociaux, sur ce qui s'est passé à Nanterre, vous verrez une vidéo extrêmement circonstanciée avec des slogans. Enfin voilà. C'est pas simplement Voilà, une oui, affiche. je l'ai vu, hein, la vidéo, et j'ai d'ailleurs demandé à celui qui l'a posté pourquoi il n'avait pas nommé les personnes qui étaient présentes dans l'amphi. Qui les a invités? Pourquoi sont-ils là? Leur nom, il faut à un moment donné que les gens qui participent à des événements comme ça soient nommés, qu'ils prennent leurs responsabilités, parce que sinon, on a l'impression que c'est toute l'université qui est sens dessus dessous. C'est pas le cas. Il y a aussi beaucoup de mes collègues qui font bien leur travail. Et donc, au lieu de trouver les responsables, on déresponsabilise tout le monde et on dit ah, c'est la catastrophe dans les universités. Non, il y a des individus qui sont responsables et il faut regarder, il faut enquêter sur leur conduite, pourquoi ils font ça, et bien sûr, évidemment, interdire l'accès à des pseudo-terroristes ou des terroristes en puissance dans nos universités. On les connaît, ils n'ont rien à faire. Ces militants-là n'ont strictement rien à faire dans un amphi. Et je remercie monsieur le député avant. Effectivement, je suis un peu. Ça me coûte cher, évidemment, dans ma vie privée, d'être sous protection policière. C'est très difficile. Mais ce qui est pour moi le plus difficile encore, c'est l'absence de réaction du CNRS, l'absence de soutien du CNRS, l'absence de soutien, donc mon employeur. Peut-être aussi la volonté de mettre des bâtons dans les roues, c'est-à-dire de me mettre dans une situation euh, impossible où je suis supposée retourner régulièrement sur les campus alors que je suis menacée et que ma protection policière aurait plutôt tendance à m'en dissuader et à vouloir me sanctionner pour cette raison-là. Donc là, je ne comprends pas pourquoi il y a si peu d'attention, si peu de soutien, si peu de compréhension. C'est quand même inquiétant et évidemment, ça ne va pas aider les collègues à parler et à dire ce qu'il se passe s'il y a de telles mesures qui sont prises contre les chercheurs libres. Je vous remercie beaucoup pour ces explications extrêmement claires. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, Madame Bergeaud-Blaclair, avant que nous concluions cette audition? Non, pas spécialement. Peut-être aussi que cette initiative est très importante, que c'est la seule que je connaisse en Europe. Je donne beaucoup de conférences dans d'autres pays et je pense que la France est très en avance sur cette lutte contre l'islamisme, même si j'ai montré que ça posait beaucoup de difficultés et qu'on n'est pas encore arrivé. Je pense que ce genre d'initiative est très importante et il faut continuer dans ce sens. Et voilà, je vous remercie. Je remercie aussi les policiers qui m'accompagnent, les policiers de la République qui m'accompagnent tous les jours et qui me permettent de continuer à donner des conférences. Absolument, vous avez parfaitement raison de le signaler, voilà, parce que la République nous protège et vous protège, et c'est une très bonne chose. Madame Bergeaud-Blaclair, je vous remercie beaucoup pour l'ensemble de ces éléments très, très instructifs. Si vous en êtes d'accord, je vous propose de compléter nos échanges en répondant par écrit au questionnaire qui vous a été envoyé par le rapporteur pour préparer cette audition. Éventuellement, compléter des réponses additionnelles à apporter aux questions qui sont nées de nos échanges. Hein. Vraiment, sentez-vous libre de le faire. Mes chers collègues, je vous remercie. La séance est levée. Nous poursuivrons nos travaux mardi prochain. Merci à tous.